Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur et scénariste Federico Ferrone pour Il Varco, le passage en français, et Il treno va a Mosca. Pardon pour mon accent italien, mais Le train va à Moscou en français. Donc deux films qui ont été montés à partir d'archives avec le réalisateur et scénariste Michele Manzolini. Federico Ferrone, bonjour. Bonjour et merci. Alors, votre film Il Varco nous embarque en pleine Seconde Guerre mondiale entre 1941 et 1943, au moment où les soldats italiens se rendent sur le front russe pour soutenir l'allié allemand. Vous avez puisé dans les archives de l'Institut Luce à Rome, qui était déjà actif sous Mussolini, et Home Movies à Bologne. Comment vous est venue l'idée de constituer un récit à partir d'archives ? Alors justement, c'était au début, on voulait travailler avec les archives parce que notre film précédent aussi était à base d'archives. C'est un langage qui nous intéresse beaucoup, qui nous donne beaucoup d'idées, d'images, de rêves. Et on voulait raconter justement l'histoire d'un fasciste, de l'époque fasciste en fait. Comment est-ce que les gens de l'époque grandissaient, qu'est-ce qu'elle était leur vision du monde. Et on s'est simplement mis à regarder tout ce qui avait été tourné pendant ces triste année en Italie, et il y avait beaucoup de films officiels de l'Institut Luce qui étaient justement un instrument de propagande du régime fasciste, mais aussi des films amateurs de gens qui étaient des gens normaux, parfois fascistes, parfois très fascistes, parfois simplement passivement fascistes. Et de là, l'idée de combiner ces deux univers-là, l'univers public et l'univers privé. Et on a essayé, en fait, à partir de ces terribles moments de ce qu'on appelle la campagne de Russie, c'est-à-dire le moment où les Italiens partent avec les nazis dans la tentative d'invasion de l'Union soviétique. Et on a vu qu'on pouvait bien combiner ces deux genres d'images. Les images publiques et les images privées allaient plutôt bien ensemble. Et plutôt que de faire un film à nature purement documentaire, on s'est dit, faisons le pari, restant respectueux des images, de l'histoire, de ce qui s'est passé, évidemment. Inventons un nouveau personnage à partir d'images différentes. Et donc de là, l'idée de faire un film de fiction, mais à partir d'images documentaires. Justement, vous donnez la parole à ces archives en ajoutant une voix off qui est tenue par le chanteur bolonais Emidio Clementi. Est-ce que c'est vous qui avez écrit tout ce texte ? Oui, c'est moi et Michele qui avons écrit le texte, mais on a beaucoup puisé dans les journaux intimes. C'est un langage assez intéressant. Les soldats italiens au front, ils ne pouvaient pas s'exprimer publiquement. Même dans les lettres à leur famille, ils étaient censurés. Alors que dans les journaux intimes, ils lisaient vraiment ce qu'ils vivaient. C'est le seul moment où ils insultent Mussolini, où ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait là ? Mais qu'est-ce que l'Italie fout ici en Russie ? C'est ces journaux intimes, donc il y a des descriptions très vives, très belles, même si c'est pas toujours écrit de façon académique, c'est très beau. Donc on a beaucoup lu, on a beaucoup sélectionné, mais il y a eu un moment où moi et Michel, avec une troisième personne, c'est un écrivain d'un collectif anonyme qui s'appelle Vooming, on a en gros, en respectant un peu le cadre des images et le langage aussi de l'époque, on a créé une voix off, on a beaucoup coupé, et on a imaginé, comme vous disiez tout à l'heure, la voix de Emidio Clementi, qui est un chanteur mythique pour les gens qui ont grandi dans les années 80 et 90 en Italie. C'est un chanteur de rock avec une voix magnifique, mais qui n'est pas une voix d'acteur classique. Donc on a imaginé comment est-ce que ça aurait pu être interprété par Emidio lui-même, et donc au fond c'est un travail de 5 ou 6 personnes d'écriture au sens large. C'est-à-dire sélection de textes, réécriture de textes, et mise en forme après avec les enregistrements. Et vous disiez que vous étiez inspiré de journaux intimes. Et justement, il y a cette première personne du singulier qui reste tout au long de la fiction, enfin tout au long du film. C'était nécessaire pour vous de garder ce jeu, cette première personne du singulier ? Oui, parce qu'en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on peut mettre ensemble tous ces regards. Et en fait, la seule possibilité, c'était d'imaginer un personnage, une espèce de journaux intime fait en direct, évidemment masculin, parce que c'était un soldat à l'époque, surtout du côté italien, il n'y avait que des hommes. Et donc oui, c'était un peu une espèce de rêve qui accompagne ces images. Et la voix de Emidio Clementi était vraiment une voix, parfois monotone aussi, on nous a dit, mais qu'on trouve magnifique, d'une espèce de moment comme le film qui est à moitié entre le rêve et un moment de vie réelle. Donc oui, la première personne était là. La manière de mettre ensemble tous ces éléments différents, des films, comme je disais, d'archives, des films amateurs, de la musique et des journaux intimes. Et dans Il Varco, donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale, tous les combats, toutes les explosions sont montrées un peu comme des feux d'artifice ou des constellations. Il y a quelque chose, j'ai même envie de dire, c'est presque beau en fait. Oui, sachant que ce n'est pas vous qui avez filmé ces images, en quoi votre montage et votre scénario a donné ce côté expérimental au film ? Alors, je ne sais pas si c'est expérimental, mais
On a vraiment beaucoup regardé de films, on a beaucoup travaillé avec une monteuse fabuleuse qui s'appelle Maria Fantastica, c'est son vrai prénom, Marie Fantastique, et elle est vraiment fantastique. Bah, je sais pas, c'est une question de goût. Enfin, c'est vrai qu'il y a il y a, je crois, deux éléments dans les images la beauté malheureusement de ces explosions-là, et aussi l'inutilité de la guerre. Il y a énormément de mouvements, de gens qui se déplacent, d'animaux, de chars, de mouvements de guerre douloureux et inutiles. Et donc simplement, on a trouvé que ça pouvait faire voilà, une espèce d'équivalent d'un journal intime, mais en image, d'un soldat qui n'a pas très envie d'être dans cette guerre, et de moins en moins au fur et à mesure que le film continue. Et voilà, c'est la forme qu'on a trouvée. On a beaucoup de musique aussi mise, enfin, qui n'est pas dans les images elles-mêmes. C'est la musique, c'est un travail qu'on a fait par la suite, parce que les images ils sont pour la plupart muettes, sans son. C'est vrai qu'il y a vraiment l'absurdité de la guerre qui ressort, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des plages entières de scènes très contemplatives. Et il y a autre chose qui m'a marqué aussi, c'est les images qui sont très blanches, un peu cramées, comme on dirait au cinéma dès le début. Oui. Elles reviennent régulièrement, on distingue à peine en fait les personnages dessus, on dirait un peu des spectres, des fantômes. Qu'est-ce qu'elles signifient ces images-là? Alors justement, je disais, on a créé un personnage de fiction, c'est-à-dire vraisemblable mais de fiction. On lui a prêté quand même comment dire, une histoire personnelle. On a imaginé quelqu'un qui était né de père italien, de mère russe, et qui avait donc des souvenirs de cette langue et de ce moment de sa vie avec sa mère quand il était jeune. Et on a tombé, mais tout à fait au hasard, sur un fond d'archives d'un peintre milanais qui avait simplement développé lui-même, mais avec des fautes, des bobines en 9 mm et demi. Et simplement, ces images, qui étaient des images, si on peut dire à la base très banales, c'est vraiment le classique, le voyage, la promenade au parc avec son enfant, ils sont devenus, ils se sont dégradés naturellement avec le temps, ce qui a fait qu'ils deviennent une espèce de moment magique de fantôme presque. Et donc, elles n'avaient rien à voir avec tout le reste des images, mais on a dit ça vraiment, ça peut donner l'idée d'un souvenir d'enfance, de quelque chose qui est un peu perdu dans la mémoire, qui est blanc comme la neige, donc qui est envoûtant, mais à la fois très mystérieux. Et donc, on a fait deux grosses séquences du film qui sont voilà, simplement un des éléments du film, c'est l'élément du souvenir, de la mémoire de cet enfant qui a grandi avec une mère russe. Il y a ce côté un peu temps suspendu, en plein Complètement. milieu du récit, c'est assez intéressant. Et dans Il Varco, les soldats italiens donc, partent pour le front russe, comme on le disait tout à l'heure, et ils s'arrêtent en Ukraine à un moment donné parce que la voie ferrée a été bombardée. C'est là que vous mêlez des images de l'Ukraine détruite dans les années 40 et des images de l'Ukraine actuelle dévastée. Alors vous me disiez en off, pas par la guerre de 2022, vous avez filmé ces images en juin 2018, c'est ça? Oui. Et comment vous avez tourné ces images? Comment vous est venue l'idée de repartir en Ukraine aujourd'hui? Non, alors c'est à la base on voulait faire un film d'archives, mais voilà, on a trouvé des archives de cette guerre qu'on appelle la guerre de Russie, mais c'était en fait déjà la guerre de l'Union soviétique, donc c'était plutôt un territoire de ce qui est l'Ukraine aujourd'hui. Et simplement, vraiment en faisant des recherches avec des images, on est tombé sur des noms de villes, des noms de régions, et c'était Donbass, Luhansk, Donetsk, de noms de villes qu'on entendait déjà à l'époque aux infos sur cette, disons, guerre qui est maintenant très violente, qui a explosé en février, mais qui existe déjà de manière plus ou moins ouverte depuis 2014. Donc on connaissait déjà un peu la situation là-bas, et on s'est rendu compte que là où les Italiens s'étaient un peu bloqués, là où il y a eu parmi les pires massacres de la Seconde Guerre mondiale, voilà, on continuait de se battre aujourd'hui, c'était encore violent, donc on s'est dit il y a peut-être un lien entre le fait que voilà, là où des blessures ont été ouvertes et pas vraiment, et qui se sont vraiment pas vraiment refermées, voilà, c'est pas un hasard qu'aujourd'hui encore on en soit là à se battre. On a pendant longtemps hésité à les tourner parce qu'on disait c'est un film d'archives, c'est pas, on va pas ouvrir nous aussi à notre front sur le contemporain, mais c'est tellement évident qu'il y avait quelque chose de l'ordre voilà, du rapport entre le contemporain et le passé. Et on a simplement parti un mois là-bas et on a voilà, simplement cherché des images d'aujourd'hui, de la guerre d'aujourd'hui, qui nous rappellent visuellement la guerre des années 40. Pour ceux qui ont vu le film, on ne rentre pas du tout dans l'actualité politique, c'est plutôt des cimetières, des images de vaches, de terrains vagues, des images de soldats ukrainiens, mais qui ne se battent pas vraiment, mais c'est plutôt une préparation. Donc on s'est dit, on sait que, on nous a aussi critiqué pour ça, on a dit qu'on a trop fait, mais je pense que ça aurait été, au moins pour moi et Mickaël, c'était, comment dire, c'était un peu se tourner de l'autre côté, de faire semblant de ne pas savoir que les images qu'on montait étaient vraiment des images de lieux où aujourd'hui il y a une autre guerre. Donc c'est un choix, et comme tous les choix, le parallèle on peut critiquer. Voilà. Ouais, mais le parallèle est assez troublant. On dirait que vous voulez aussi alerter sur le côté circulaire de la guerre qui Sans doute, ouais. revient
Malheureusement, on n'arrive jamais Bah trop à oui, s'en débarrasser. ouais. Et le fascisme aussi revient. On avait Et oui, commencé comme une réflexion historique et on se retrouve dans une situation où ce passé-là, il revient avec d'autres formes évidemment, mais il revient. Donc l'Ukraine, c'était pas une intuition réelle parce qu'il y avait déjà cette guerre-là, on le savait. Mais peut-être l'idée, voilà, de vouloir s'interroger sur ce qui est le fascisme, ce qui est aussi le point de vue de gens qui naissent dans un système comme ça. Comment est-ce qu'on sombre dans un système comme ça? Et peut-être d'actualité, oui. je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Il Varco. La luce dell'alba mi strappa dal sonno. Credevo di essere a casa, invece sono in treno, diretto verso un altro fronte. Dopo un anno di congedo forzato mi hanno richiamato. Gli ordini sono chiari: interrogare i civili e prigionieri, neutralizzare i partigiani sovietici. I tedeschi dicono che questa sarà l'ultima guerra d'Europa, la guerra che metterà fine a tutte le guerre. A volte addormentati si è risvegliati da rumori sinistri. A me sembrano più strani animali o spiriti in pena che vagano in cerca di riposo. Rincorro a lungo un sogno che stranamente non mi umilia, che mi piace. Disertare. Dans Il Varco aussi, j'ai été très marquée par la musique. La musique vraiment fait peser toute l'ambiance. En quoi elle accompagne les images d'archives? Bah, alors, il faut savoir déjà que les images d'archives sont, pour la plupart, celles qu'on utilise, elles n'ont pas de son. Elles sont complètement muettes. Donc, il faut s'inventer un univers totalement de rien ou presque. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit souvent que le travail d'écriture, de montage, de musique a été fait à peu près au même moment. On a travaillé avec un musicien qu'on connaît bien, qui est un ami, Simon-Luca Leitenberger, qui est aussi ingénieur du son, parce que c'est un film qui a beaucoup de dimensions sonores. Et simplement, on avait une idée à la base, il nous a un peu aidé. Après, on est repassé. C'est une espèce d'aller-retour continuel entre l'écriture, la sélection et la musique. Et je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de faire un film pour un public d'aujourd'hui. Donc de garder une espèce de fidélité aux images, à l'histoire évidemment, mais aussi comment dire, de le remettre en une forme qui soit accessible et intéressante et intrigante pour un public d'aujourd'hui. Donc c'est une musique qui a à la fois des éléments anciens, d'archives aussi, mais aussi des éléments d'un film aussi d'autres envergures, presque d'un film d'action. Et dans ce sens-là, Simon Luca, il a fait un énorme travail avec plusieurs musiciens. Et un peu comme nous, comme nous, on a retrouvé de vieux films. Lui, il a repris des éléments, presque comme un DJ, dit parfois. Il y a des éléments sonores qu'il a repris des enregistrements des années 30 et 40 et il les a remis en forme dans une colonne sonore, dans une musique tout à fait contemporaine, mais aussi ancienne. Et c'est pas la première fois que vous travaillez avec Michele Manzolini. Vous êtes en tandem depuis 2013 avec Le Train va à Moscou. À quand remonte votre première rencontre? Première rencontre, je pense en 97, on a fait une étude, on était parti en Irlande pour étudier l'anglais. Après, on s'est retrouvés à la fac. Et on travaille ensemble depuis 2007, en fait. On avait fait deux documentaires avant Le Train pour Moscou, plus de nature documentaire. Mais voilà, ouais, on travaille en duo. Après, on a des projets chacun de son côté aussi, mais c'est bien. On s'ennuie moins à être à deux à travailler. Et en tout cas, le cinéma, c'est toujours un art d'équipe. Donc on est à deux, mais même, comme je disais, la monteuse, le musicien, c'est vraiment un film qui a été fait au moins à 5, à 6, pas que 2. Et donc cette année au Festival du film d'Amiens, vous présentez aussi donc Le Train va à Moscou, Le Train pour Moscou, qui est également construit à partir d'images d'archives. L'histoire se situe cette fois-ci après la Seconde Guerre mondiale. On est dans un petit village italien et des jeunes hommes rêvent de communisme et de l'Union soviétique, où ils finissent finalement par se rendre et ils filment tout leur périple jusqu'en URSS avec une Super 8. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette quête d'utopie ? Justement, le fait qu'on a grandi dans une génération, on est né dans les années 80, sans vraiment d'utopie, où c'était vraiment très fade, c'était loin. Donc on a quand même conscience un peu de ce qui était le passé politique de nos parents, de nos grands-parents. Je pense qu'en France, ça ressemble beaucoup à l'Italie.
Et voilà, ça nous interroge, ça nous fait rêver, ça nous intéresse beaucoup. Et la grande utopie politique voilà, italienne de l'après-guerre était l'utopie communiste. Puis on a eu la chance de trouver des images amateurs tournées par un groupe d'amis et militants des années 50-60, ce qui n'était pas très commun. C'est des gens, des travailleurs, des ouvriers qui filmaient aussi leur vie et qui ont filmé un voyage à Moscou dans les années 50. Et donc de là un peu l'idée d'explorer ces mondes. Et même voilà, le travail qu'on fait avec les archives n'était pas quelque chose d'idéologique à la base, c'est juste qu'on a trouvé des archives très belles. Franchement, c'est aussi simple que ça. Les archives sont magnifiques et tu as envie de faire quelque chose, et on a essayé de trouver une forme qui n'était pas simplement voilà, d'écrire une histoire et trouver des archives pour l'illustrer, pour le couvrir, mais voir ce que ces images avaient pour un public d'aujourd'hui et les remettre un peu en forme pour voilà, retrouver une histoire qui est déjà dans les images. Vous avez fait le même processus que pour Ilvarco, vous avez réécrit une voix off, vous êtes inspiré de... Oui, mais c'est plus le train pour Moscou, c'est beaucoup plus un travail documentaire, parce qu'il y a un témoin qui est encore vivant, qui est la personne qui a filmé, qu'on a interviewé, qu'on a fréquenté pendant 2 ans. Ilvarco, c'est, si on veut, un peu plus ambitieux, c'est la tentative de partir de plusieurs sources différentes et de les remettre dans un seul point de vue, en une seule image. Le train pour Moscou, c'est plus un travail documentaire, mais oui, en tout cas, c'est un peu le même travail de recherche, de choix, de sélection et de montage par la suite. Est-ce que vous pensez que vos 2 films et votre cinéma, de manière générale, apportent un regard nouveau sur la mémoire italienne ? Ça serait ambitieux de le penser, donc je ne pense pas qu'on puisse le dire. Je pense que ça serait bien. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je pense que c'est intéressant de le faire. Et je pense que le fait de travailler avec les images amateurs, ça permet de faire voilà, d'escarter un peu des images officielles qui sont autre chose, et aussi du travail avec les témoins qui est très important, mais qui n'est pas la même chose. Parce qu'un témoin, évidemment, il parle des choses, mais avec tout le temps qui s'est écoulé, il a changé d'avis plusieurs fois. Si l'on veut, les images amateurs, elles ont quelque chose de très sincère. Quand un militant communiste part à Moscou en 1957 pour filmer, il a beau dire par la suite qu'il n'était pas vraiment communiste et qu'il avait un regard critique, le fait qu'il est filmé d'une certaine manière avec un enthousiasme absolu, et c'est bien d'ailleurs, ça nous montre quelque chose d'intéressant. En tout cas, je peur, même si le film il a bien marché, il n'a pas vraiment ouvert aucun débat sur sur la Seconde Guerre mondiale en Italie, même si on l'aurait souhaité, mais non. Après, il y a encore de l'espoir. Bien sûr, toujours. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que vous disiez sur les images d'archives, je trouve que ça crée peut-être plus de liens avec le public, qui se sent peut-être plus proche de ce type d'images que des images officielles. Oui, parce que ce sont des images qui ont en plus plein entre guillemets, de fautes, d'erreurs, elles sont mal coupées, elles s'arrêtent, on ne comprend pas ce qu'ils ont envie de filmer, il y a de la lumière qui rentre, mais après, par la suite, c'est ce qui est sincère, et un peu ça rassemble aussi aux souvenirs, enfin, qu'on a tous des souvenirs, le temps passe, on a juste des images, et puis voilà, même si elles ne sont pas parfaites, c'est ce qui nous reste dedans, et je pense que c'est un peu voilà, ce qui fait aussi la force de ce genre d'image. Merci beaucoup, Federico Ferrone. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vos 2 films, Ilvarco et Il Treno va à Mosca, sont dans notre catégorie Archivive au Festival du film d'Amiens cette année. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM et surtout sur YouTube. À la prochaine.